Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire du CCNPPS sur les politiques publiques et les problèmes vicieux. Je m'appelle Marianne Jean. Je travaille au CCNPPS, puis je suis en compagnie de Val Morrison, la présentatrice du webinaire. On est également en compagnie d'Alizé Rico de l'INSPQ, qui est avec nous pour nous offrir un soutien technique. Donc, Alizé et moi, on sera là tout au long du webinaire. Si vous avez des questions, que ce soit d'ordre technique ou sur le contenu, n'hésitez pas à communiquer avec nous via la boîte de conversation, la boîte de chat. Donc, on vous demanderait de vous mettre en mode de discrétion en composant le étoile 6 sur votre téléphone. Encore une fois, en tout temps, vous pouvez poser des questions via la boîte de chat. On vous rappelle que si vous assistez au webinaire en compagnie de plusieurs collègues dans une même salle, on vous demanderait de nous communiquer le nom des personnes qui sont avec vous, de façon à ce qu'on puisse vous faire parvenir les ressources du webinaire, le lien vers l'évaluation, etc. Je vous informe que le PowerPoint va être disponible en ligne après la séance, ainsi que le lien vers l'enregistrement du webinaire. Puis en terminant, un courriel donc vous sera envoyé avec un lien vers le formulaire d'évaluation et les instructions pour obtenir votre reconnaissance de formation si vous souhaitez l'obtenir. Donc sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Val. Bonjour tout le monde. D'abord, quelques mots pour introduire notre centre. Donc, le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé fait partie d'un réseau de 6 centres nationaux de collaboration en santé publique qui sont répartis à travers le Canada et qui sont financés par l'Agence de santé publique du Canada. Le CCNPPS, spécifiquement, a comme mandat de soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à promouvoir les politiques publiques favorables à la santé. Par politique publique favorable à la santé, nous entendons des politiques qui proviennent d'autres secteurs que celui de la santé, mais qui peuvent avoir des effets importants sur la santé des populations. Marianne vous l'a dit tantôt, je vous l'affiche. Mon nom est Val Morrison et je suis accompagnée d'Alice Rico et de Marianne Jacques aujourd'hui. Avant de commencer, je dois vous préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc, un petit mot sur qui est là avec nous aujourd'hui. Vous êtes une quarantaine, la dernière fois qu'on a vérifié. D'abord, en regardant les inscriptions, il n'y a pas de surprise, vous êtes très majoritairement au Québec, mais nous avons aussi du monde de d'autres provinces, notamment du Manitoba et de l'Ontario. Lorsque vous vous êtes inscrit au webinaire, on vous a demandé de répondre à quelques questions pour nous aider à nous préparer. J'ai essayé de représenter graphiquement votre niveau de connaissance ou de familiarité avec le concept qui nous concerne aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, la majorité de vous ont répondu avoir un niveau de connaissance bas. Ensuite, plusieurs se disent en avoir un moyen et une ou deux personnes ont une connaissance avancée du concept de problème vicieux. En fait, dans le graphique, je ne pouvais pas réduire la boîte avancée sans couper le mot en deux, mais effectivement, il n'y a qu'une ou deux personnes. On invite tout le monde à poser des questions, bien sûr, et à écrire des commentaires, mais on lance donc une invitation particulière à ceux et celles qui ont répondu qu'ils possédaient une connaissance avancée à nous aider en répondant aux questions ou aux commentaires, le cas échéant, ou encore à critiquer mes réponses ou la présentation. Donc, Marianne va nous aider à gérer les questions. Donc, gênez-vous pas, même si moi, je suis en train de parler, vous pouvez toujours faire des commentaires ou poser des questions. À la limite, si c'est trop difficile à gérer, s'il y en a trop, on va y revenir, puis on va les mettre sur notre site d'une façon que ce soit accessible à tous. Donc, une petite note terminologique.
un petit mot sur l'usage du terme problème vicieux. Moi, je ne vous vois pas aujourd'hui, mais c'est pas rare que je reçois des regards un peu bizarres lorsque j'utilise ce terme en français. Le concept vient de l'anglais, comme probablement vous saviez, du concept de wicked problems. Ici, au centre, on utilise problème vicieux, mais il peut y en avoir d'autres. Par exemple, Louise Potvin, notamment, a déjà utilisé problème tordu pour parler de wicked problems. Mais bon, comme il s'agit d'une traduction, et évidemment, elles ne sont pas toujours parfaites. Si ça peut vous aider, pensez au mot vicieux ici, comme il est utilisé dans l'expression un cercle vicieux. En parlant de traduction et de terminologie, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de me pardonner les fautes de français que je vais faire. Comme je suis anglophone, je vous promets qu'il va y en avoir, et j'en ai probablement déjà fait plusieurs. Mais je vous demande pardon une seule fois. Donc, les objectifs du webinaire, notre but aujourd'hui, en fait, est d'abord de comprendre ce que sont les problèmes vicieux, d'où nous vient ce concept, et quels sont les critères qu'on peut utiliser pour le définir. En second lieu, on va s'attarder à regarder ce qui distingue les problèmes vicieux de d'autres types de problèmes. Et finalement, on va parler des éléments clés pour composer avec les problèmes vicieux. Et puisqu'il s'agit de notre focus au centre, de composer avec ces problèmes en politique publique favorable à la santé. Le concept de Wicked Problems a été utilisé pour une première fois dans un article de Horst Rittel et de Melvin Weber dans la revue American Policy Studies intitulée Dilemmas in a General Theory of Planning, où je traduis Dilemme en théorie générale de la planification. Ils essayaient de comprendre avec cet article en quoi les problèmes rencontrés en planification sociale et en politique étaient différents de d'autres types de problèmes. Ils ont conclu notamment que les problèmes vicieux sont dans une classe à part des problèmes que l'on voit dans les sciences pures ou les sciences dures, et que cela signifie qu'on doit les traiter différemment. Dans la foulée de la publication de cet article, ont suivi plusieurs autres auteurs qui ont voulu s'attarder aux problèmes vicieux. J'ai mis quelques exemples ici. C'est à noter que certains d'entre eux, donc ce n'est pas juste en français, qu'on n'utilise pas toujours le même mot pour ce concept. En anglais aussi, il y en a qui ont parlé de messy problems, social messes ou messy policy problems. Mais tout qui se rattache donc au concept de wicked problems ou problèmes vicieux. Voyons maintenant les critères qui sont utilisés pour définir les problèmes vicieux. Et c'est une distinction importante à faire. On ne donne pas, ou très rarement, une définition de qu'est-ce qu'un problème vicieux. On donne plutôt des critères définitoires ou de définition. Donc, en premier lieu, il n'existe pas de formulation définitive d'un problème vicieux. Ce premier critère est très important. Dans bien des cas, voire même dans la plupart des cas de problèmes classiques de la science, par exemple, on sait quel est le problème. On est d'accord sur sa définition. Si, par exemple, je vais voir le médecin parce que j'ai l'estomac croche, c'est ça le problème. J'ai mal à l'estomac. Le médecin peut me donner des questions, me poser plein de questions, administrer des tests pour essayer de trouver la cause, pour finalement arriver à me traiter selon les meilleures pratiques en médecine. Avec les problèmes vicieux, les solutions que nous choisissons changent souvent la définition du problème. Prenons l'exemple de violence dans les écoles. Lorsqu'on cherche une solution, souvent, on redéfinit le problème. C'est-à-dire, si on demande à une compagnie de sécurité de nous aider, ils vont peut-être nous suggérer d'installer des détecteurs de métal. Notre problème est désormais la présence d'armes de métal dans l'école. Si par contre, on demande à un groupe communautaire
de lutte à la violence. Ils vont peut-être suggérer qu'on fasse venir des intervenants à l'école pour parler, par exemple, des effets de la violence, sur l'importance de respecter les autres. Et notre problème, dans ce cas, est devenu un problème de manque de connaissances, un problème d'éducation. Donc, une distinction importante qu'on ne peut pas définitivement formuler. Qu'est-ce que le problème? Passons au critère suivant. Les problèmes vicieux n'ont pas de règle d'arrêt. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Même avec des problèmes qui sont extrêmement compliqués, remplis de défis, on le sait quand on a trouvé la solution. Par exemple, réussir à se poser sur la Lune en 1969 était extrêmement complexe, ça a coûté des millions ou des milliards de dollars, a pris des années pour se faire, mais le problème a été solutionné la minute que les astronautes se sont posés sur la Lune. Donc, ce n'est pas le degré nécessairement de temps, d'argent, de complexité qui fait la distinction, c'est plutôt, entre autres, qu'il n'y a pas de règle d'arrêt. Donc, il n'y a pas de fin parfait au problème vicieux, il n'y a pas de solution. On dit parfois même que ce que l'on cherche avec les problèmes vicieux, ce sont des résolutions et non des solutions. Souvent, la fin d'essayer de résolutionner un problème vicieux arrive avec la fin d'un programme ou des fonds, par exemple. Si on pense à un problème social comme la pauvreté, quand est-ce qu'on pourrait dire qu'on a trouvé une solution ou même une résolution? On peut très certainement la réduire, diminuer ses effets, mais c'est difficile d'imaginer, comme dans le cas de se poser sur la Lune, qu'on peut arriver à un point où on dit qu'on est arrivé à une solution complète. Le critère suivant, les solutions aux problèmes vicieux ne sont pas vraies ou fausses, ou bonnes ou mauvaises, ils sont plutôt meilleurs ou pires. Bien des problèmes ont une bonne ou une correcte solution. Si vous avez, par exemple, une crevaison sur votre auto, sur l'autoroute, il vous faut changer de pneu. Il n'y a pas d'autre solution possible. C'est la bonne. Vous savez quel est le problème et vous allez savoir lorsqu'il y a une solution. Avec les problèmes vicieux, il n'y a pas de solution toute faite comme ça. Certains vont fonctionner mieux que d'autres dans les circonstances spécifiques, mais on ne peut pas dire qu'il y a une seule solution, la bonne. Dans d'autres mots, les solutions proposées vont toujours être partielles et souvent vont refléter les points de vue de ceux qui sont impliqués dans la tentative de les solutionner. Encore une fois, ces tentatives prennent souvent fin quand il n'y a plus de ressources à consacrer à l'exercice. Le quatrième critère, c'est que chaque problème vicieux est essentiellement unique à son contexte et nouveau. Certains problèmes sont similaires et peuvent avoir des solutions similaires, peu importe où ils surviennent. Si je reprends l'exemple de tantôt de la crevaison, qu'on soit au Québec ou au Manitoba, le problème est le même, la solution l'est aussi. On a toujours besoin de changer le pneu. Mais si on parle d'un problème vicieux, composé avec l'itinérance ou la toxicomanie à Vancouver, ou dans une localité rurale en Nouvelle-Écosse, les contextes sont radicalement différents et il faut en tenir compte. Essayer de s'attaquer à un problème vicieux sans tenir compte de son contexte est presque assurément voué à l'échec. Le critère suivant. Toute solution à un problème vicieux n'a qu'une chance d'être mise en œuvre. Une des raisons pour laquelle il faut être très prudent face aux problèmes vicieux et que nos efforts de s'y attaquer peuvent avoir des effets sur un ensemble d'autres problèmes connexes. Dans un sens, on n'a qu'une chance d'essayer de trouver une solution à un problème vicieux, puisque après, on va avoir changé la nature du problème et du contexte. Si, par exemple, nous sommes ingénieurs en planification urbaine et on doit construire une nouvelle autoroute, où on a à choisir où on va mettre la nouvelle autoroute,
on va avoir des effets sur un ensemble d'enjeux allant de la circulation, l'emplacement des commerces, l'emplacement et le coût des logements et autres. On ne peut pas se dire, bon, on va l'essayer ici, et si ça ne fonctionne pas, on reviendra réessayer l'année prochaine, évidemment, parce qu'on a tout changé. Finalement, le 6e critère de problème vicieux, c'est qu'ils sont essentiellement instables et résistants aux solutions politiques dans la mesure où les interventions impliquent de multiples intervenants. Repensons à l'exemple de la toxicomanie à Vancouver, évoqué tantôt, et combien il a été difficile d'installer un site d'injection supervisé. La mise en place de Insight, ce site donc, a impliqué les résidents, la police, des usagers de drogue par injection, des groupes communautaires, des propriétaires de commerce, des décideurs politiques, la santé publique et j'en passe. Et c'est souvent le cas lorsqu'on affronte des problèmes vicieux. On a à réunir autour d'une même table des acteurs avec des intérêts très différents. Insight n'est certainement pas la solution à la toxicomanie comme telle, mais il y a un ensemble de données qui affirment qu'il contribue à réduire des cas de surdose ainsi que des instances de transmission du VIH et de l'hépatite C, entre autres. Par conséquent, il y a beaucoup de gens, particulièrement en santé publique, qui voient une résolution et non pas une solution à plusieurs des problèmes vicieux qui sont associés à l'usage de drogue par injection. On ne nomme pas ces problèmes des problèmes vicieux par absence de raison. Il est très difficile de composer avec ces problèmes et ceux qui s'y attaquent doivent être nombreux et de plusieurs domaines d'intérêt et de connaissances. Voici donc les critères de définition pour les problèmes vicieux. Avant de regarder ce qui les distingue de d'autres types de problèmes, y a-t-il des questions ou commentaires? Ça a l'air de bien aller. Personne ne se plaint de mon français. Au contraire, merci beaucoup. Je vais essayer de continuer comme ça. Donc, on va passer à ce tableau. Bon, c'est un peu petit, mais c'est un tableau qui compare ce qu'on peut appeler les problèmes apprivoisés. En anglais, on les appelle tame, donc apprivoisés, qui représentent quant à eux, et toujours selon Rita Leigh Horst et ceux qui ont suivi dans leur foulée, le type de problème typiquement associé aux sciences pures ou dures. Donc, pour les problèmes apprivoisés, à l'opposé des problèmes vicieux, ils ont un énoncé du problème clair et stable. Ils ont un point d'arrêt précis, comme l'exemple que j'ai donné tantôt de se poser sur la Lune. Ils ont une solution qui peut être objectivement considérée vraie ou fausse, la bonne ou la mauvaise, autrement dit, dans le cas du pneu. Ils ont des solutions qui peuvent être essayées et abandonnées aisément. On pourrait, par exemple, essayer de rouler avec un pneu qui n'est pas la bonne grandeur, par exemple, pour notre voiture. On pourrait peut-être endommager la voiture un peu, mais on peut l'abandonner et réessayer autre chose, ce qui n'est pas le cas avec les problèmes vicieux. Les problèmes apprivoisés font partie d'une classe de problèmes qui peuvent être résolus de manière similaire. Encore là, l'exemple, la comparaison entre Vancouver et une localité rurale en Nouvelle-Écosse. Si c'est des problèmes apprivoisés, on peut s'y attaquer de la même manière. Et finalement, ils viennent avec un ensemble précis de solutions alternatives. Je vais passer au suivant. Donc, pour les problèmes apprivoisés sont ceux sur lesquels les intervenants s'entendent quant à la nature du problème et la meilleure manière de le résoudre.
Et dans ces deux critères-là, si on prend l'exemple qui est un peu représenté en image d'un fuite de tuyaux dans une ville ou sur une rue, assez vite, les gens qui sont impliqués dans ces réparations-là vont probablement s'entendre. Bon, le problème, il est évident, il y a de l'eau qui coule, et les façons d'intervenir sont limitées. Et les meilleures sont généralement connues, et c'est les décisions qu'on va prendre en conséquence. Les problèmes complexes sont les problèmes sur lesquels les intervenants s'entendent quant à la nature du problème, mais non quant à la meilleure manière de le résoudre. Encore là, l'exemple de tantôt de voyage sur la Lune est un bon exemple et justement pourquoi on a pris des années et des années à essayer différentes affaires. C'est définitivement un problème complexe. Et les problèmes complexes sont des problèmes apprivoisés, mais particulièrement compliqués. Et je tiens à préciser ici que la définition que j'utilise de problème complexe vient de Nancy Roberts et est liée étroitement avec la littérature sur les problèmes vicieux. Certains d'entre vous sont probablement familiers avec le framework Kindfin, qui est sorti il y a quelques années et a été utilisé par des gens en promotion de la santé, mais il est associé aux travaux sur les systèmes complexes adaptifs et fait un usage un peu différent du concept de problème complexe. Donc, je voulais juste noter que c'est bien la définition de Roberts que je prends. C'est un petit peu une note de bas de page, mais je trouvais quand même important de le souligner. Finalement, les problèmes vicieux sont ceux, ça ne vous étonnera pas, sur lesquels les intervenants ne s'entendent ni sur la nature du problème, ni sur la résolution. Est-ce que, par exemple, la pauvreté est un problème d'une économie faible, d'un mauvais choix politique, du manque d'une politique nationale du logement, d'un filet social qui se dégrade? Si les gens ne s'entendent pas sur la cause, cela veut dire qu'on ne s'entendra pas non plus sur les solutions à favoriser. Et une petite note ici qui nous vient de Jeff Conklin, livre sur les problèmes vicieux et la cartographie de dialogue. Ce qu'il dit, c'est que il y a souvent une tendance de vouloir apprivoiser les problèmes vicieux pour justement pouvoir s'y attaquer, mais ce qu'il dit, c'est que bien que ce soit attrayant à court terme, tenter d'apprivoiser un problème vicieux échoue à long terme. Donc ça ne fonctionne pas. Donc on va passer à un très court exercice. Enfin, c'est quelques questions, juste pour voir un peu comment vous avez compris jusqu'ici les différents types de problèmes. Attends, parce que moi, je ne vois plus les problèmes. Donc, on va vous demander, vous faites ça même qu'on vous le demande, de décider s'il s'agit d'un problème apprivoisé, complexe ou vicieux. Dans le premier, c'est de retirer, vous avez la tâche de retirer la moisissure d'un édifice scolaire. Vous êtes en train de répondre. C'est comme un sondage politique. Les gens changent d'avis quand ils voient les tendances. Vous êtes une vingtaine encore à répondre. C'est pas très grave. Je peux continuer, mais normalement, oui, dans la majorité de 62%, vous dites que c'est un problème apprivoisé. C'est, dans le fond, vous êtes à 100% à dire que c'est un problème apprivoisé, puisque les problèmes complexes sont aussi apprivoisés, mais généralement plus compliqués. C'est vrai que dans certains cas, dépendamment du contexte, de la construction, etc.,
de l'édifice, ça pourrait effectivement être complexe, mais ce n'est pas un problème vicieux, entre autres parce qu'on sait c'est quoi le problème, on saura quand il aura été réglé. Donc, si on passe à la deuxième question, on vous demande de réduire, de penser, vous avez la tâche de réduire, deux personnes, mais je vais voir 100% tout de suite, réduire les inégalités de santé. Est-ce qu'il s'agit d'un problème apprivoisé, complexe ou vicieux? Maintenant que vous répondez, je vois la question. Le caractère vicieux de certains problèmes ne viendrait-il pas de leur profonde nature sociale et politique, ce qui rendrait particulièrement difficile à objectiver? Oui, effectivement, on va y arriver tantôt. La complexité sociale et politique et contextuelle sont des éléments qui font en sorte que la plupart des questions politiques, surtout en matière de politique sociale, sont effectivement des problèmes vicieux. Bon, dans le deuxième cas, vous êtes très, très, très majoritairement à répondre que réduire les inégalités de santé est effectivement un problème vicieux. Les réduire ne l'est pas, mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Je pense que oui, je serais définitivement d'accord. Il y en a quelques personnes qui pensent que c'est complexe. Peut-être que vous pouvez dire dans la boîte de dialogue pourquoi ou non, pas obligé non plus. Mais oui, je répondrai dans le même sens. Donc, on passe à la troisième question. Vous avez la tâche de développer, ou votre équipe peut-être, a la tâche de développer un vaccin contre le virus Ebola. Il s'agit d'un problème apprivoisé, complexe et vicieux. On a la majorité des réponses qui disent que c'est complexe. Donc, aussi, je vous le rappelle, apprivoiser, mais d'un type particulier. Donc, je pense que vous avez assez bien compris la nature des distinctions entre les trois types de problèmes. Donc, si on continue, là, pour voir un peu comment on peut s'y attaquer aux problèmes vicieux. Si les problèmes vicieux sont différents des problèmes apprivoisés et complexes, comment doit-on les aborder, autrement dit? Nous devons y penser en termes de comment les critères de définition peuvent se traduire en action sur les problèmes vicieux. Dans les travaux de Rittal et Weber, et pour la plupart encore des autres chercheurs qui ont adopté ce concept, l'approche classique scientifique ne fonctionnerait peut-être pas. Ce qui rend ce travail encore plus difficile, et je reviens à la question de tantôt, est le fait que les problèmes vicieux sont aggravés par la complexité technique et sociale. Donc, travailler avec des êtres humains dans leurs environnements ne serait jamais la même chose que de travailler en laboratoire. Cet aspect de complexité sociale fait en sorte que la plupart des problèmes de politique publique, spécialement pour nous, celles favorables à la santé, sont presque par définition des problèmes vicieux. Alors, comment faire? Je vous présente le graphique, encore là tiré de Conklin, du livre Dialogue Mapping. Il va être là à la fin comme ressource. Regardons le graphique qui représente l'approche classique à la résolution de problèmes. La plupart de nous sommes très familiers avec cette approche. Donc, nous commençons avec une définition stable du problème. Nous ramassons les données. Ensuite, on analyse les données. On propose une solution. On la met en marche. Et tous ces éléments se font dans une démarche assez linéaire à travers le temps. C'est-à-dire, plus on avance dans le temps, plus on avance vers la solution. Et cette approche fonctionne très bien en laboratoire ou avec des données très stables
mais les groupes sociaux, et particulièrement en politique publique, sont rarement en mesure de trouver des solutions de cette manière. L'approche à la résolution de problèmes que l'on voit en travaillant avec des populations et en particulier en proposant des solutions politiques et de programmes est plus propice à être poussée par les opportunités. Donc, le graphique ressemble un petit peu plus à ça, c'est-à-dire dans ce deuxième graphique, on voit le va-et-vient entre les problèmes et les solutions dans une représentation de résolution de problèmes basés sur les opportunités. Avec ce genre d'approche, on voit bien que la définition du problème, les solutions proposées et même les données qui sont disponibles peuvent tous changer en route vers l'adoption d'une solution. Vous voyez un peu, ça saute, on prend on définit le problème différemment à différents moments donnés. Et comme vous savez sans doute, les possibilités peuvent changer et changer rapidement avec des changements organisationnels ou de gouvernement, par exemple. Il se peut qu'on ait un changement de gouvernement et soudainement, les problèmes et les politiques qui étaient absolument impensables sous un ancien gouvernement deviennent possibles. Ces solutions sont poussées ou portées par les opportunités. Est-ce qu'il y a encore là des questions ou commentaires avant de passer aux différentes approches qui sont utilisées dans la résolution de problèmes visuels? En fait, une principale approche. Avez-vous des questions? C'est très clair. Super. On voit qu'il y a quelques personnes qui écrivent. On va attendre une petite seconde. C'est très intéressant. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir y répondre là. Il y a des connexions entre les théories de la complexité, surtout ce qu'on appelle Complex Adaptive Systems. Ah, excuse-moi, oui, je vais lire la question pour tout le monde, mais je vais devoir, je pense, y revenir à cette question. Donc, si j'ai bien compris, les concepts que vous présentez sont issus des théories de la complexité. Quelle est la part spécifique de ces concepts au travail de changement auxquels sont confrontés les acteurs de santé publique par rapport aux autres approches issues de la politique ou de la sociologie, par rapport au matérialisme historique? Bon, encore là, je vais juste dire quelques mots que oui, il y a des liens entre ces approches et les théories de la complexité, mais il y a aussi des distinctions à faire. Ce n'est pas nécessairement lié à des systèmes. Pour le reste, la question est très intéressante. Je suis sociologue de formation, donc moi, ça m'intéresse particulièrement, mais je vais devoir y revenir. Est-ce que je vais faire dans un format, oui, c'est ça, par écrit, qui sera mis en ligne avec le PowerPoint. Un exemple d'un politique public qui ne serait pas vicieux. Je n'ai pas ça en tête, je vais y penser. Dans le graphique, c'est vrai que la notion d'opportunité, il n'est pas spécifiquement identifié, mais c'est un peu ce que représente la ligne verte, c'est-à-dire les opportunités qui basculent. Merci pour les questions. Je n'ai pas de très bonnes réponses complètes, mais ça va venir, vous allez y avoir accès. Donc, les quelques stratégies qui sont utilisées pour faire face aux problèmes vicieux, il y a bien sûr une possibilité d'une stratégie autoritaire, quoique c'est rarement une bonne idée lorsqu'on compose avec des problèmes vicieux, cette approche étant souvent employée.
Ceci se produit lorsqu'une personne ou un groupe impose leur définition du problème et leur solution préférée. On dit souvent que cette approche est en réalité une tentative d'apprivoiser un problème vicieux en le simplifiant. Comme on a vu tantôt, apprivoiser un problème pour trouver une solution plus facile fonctionne très rarement ou seulement de façon temporaire. Il y a aussi des stratégies qui sont compétitives. La stratégie compétitive, nous la connaissons tous. C'est souvent celle qui est favorisée dans notre système politique actuel et on la voit aussi dans bien des aspects de notre travail. Dans ce cas, les groupes débattent sur la question de la solution à adopter et un gagnant est choisi, souvent par voie majoritaire, par exemple. La dernière est d'ailleurs la stratégie à favoriser pour venir à bout, en autant que cela est possible, des problèmes vicieux, une stratégie collaborative est à favoriser. Ceci n'est pas évidemment facile compte tenu, comme on l'a évoqué plus tôt, du nombre de parties intéressées et de leur point de vue souvent très différents. Et ça nécessite une grande volonté d'écouter les points de vue divergents et aussi d'être prêt à faire des compromis. Alors, si on met la collaboration ensemble avec d'autres ingrédients clés que les auteurs, surtout Conklin, etc., ont évoqué, c'est cette collaboration qui est nécessaire, le dialogue, je vais y revenir tantôt, et la compréhension partagée. Encore là, j'y reviens. Je me répète un peu. La collaboration, le dialogue ou la communication dialogique. On va avoir, je vais mettre un autre graphique tantôt, mais les éléments clés pour une communication dialogique ou pour un dialogue, c'est un échange qui est engageant, c'est-à-dire et le plus possible qui engage tout le monde, plus ou moins à pied d'égalité. Là où il y a une écoute active, c'est-à-dire que les gens ne font pas juste attendre à leur tour pour parler, mais qui écoutent vraiment activement les autres, où il y a une existence de ce qu'on appelle le miroir, c'est-à-dire que tous les participants agissent un peu comme miroir à la personne qui parle et qui sont capables de revenir, de répéter, de montrer qu'ils ont compris ce que la personne qui parle voulait dire, et les questions exploratoires, donc des questions pour vraiment essayer de tisser, de comprendre ce que l'autre veut dire. Voici le graphique, je ne vais pas tout le lire, vous allez avoir accès, vous avez déjà accès au PowerPoint, mais qui fait une distinction entre la discussion, le débat et le dialogue. Et même si je pense que le dialogue, ou l'importance du dialogue, est quelque chose que l'on connaît, que tout le monde probablement peut hocher de la tête, dire oui, c'est bien important d'avoir des échanges sous ce mode-là, mais il reste qu'on le fait assez rarement. Donc, par exemple, si je prends un ou deux éléments, dans une discussion, on veut présenter des idées, c'est souvent ce qu'on fait. On veut réussir ou gagner le débat, marquer des points, chercher des faiblesses dans les arguments de l'autre. Alors qu'en dialogue, on cherche activement les significations partagées. On veut trouver des points d'entente, mais on veut aussi faire ressortir les zones d'ambivalence. On veut vraiment écouter les autres dans le but de comprendre vraiment ce qu'ils disent et de bâtir des relations. On n'a pas souvent des infrastructures ou le support infrastructurel pour avoir ce genre d'échange. Mais il est important et souvent ce qu'on dit en travaillant avec les problèmes vicieux, souvent, comme c'est des problèmes, parfois ça fait des années qu'on essaye de faire quelque chose et que pour en venir à accepter d'avoir ce genre d'échange entre égales, de vouloir collaborer au sens fort, que les gens doivent passer d'abord par l'échec. C'est-à-dire qu'on
on passe par l'échec avant de pouvoir dire, OK, là, je ne sais plus quoi faire, on va essayer ça. Et là, ils sont prêts plus à essayer des choses nouvelles. Donc, je vais vous parler assez brièvement d'une technique particulière qui s'appelle le dialogue mapping, ou ce qu'on a traduit par cartographie de dialogue. C'est une technique qui met ensemble les 3 éléments clés à la résolution de problèmes vicieux développés par Jeff Conklin, qui est en fait l'ancien étudiant de Horst Rittel, le premier à parler du concept de problème vicieux, et du groupe Cognexis. L'idée est de cartographier, et à ce moment-là, à l'aide de spécialistes venus de l'extérieur souvent, un dialogue, donc ces dialogues dont je vous parlais tantôt, qui permet donc de s'assurer que tous les parties concernées ont effectivement une compréhension partagée et que cette compréhension est représentée dans la forme d'une sorte de carte ou de tableau que tout le monde peut voir et que tout le monde peut voir live là, pendant qu'elle se dessine. C'est évidemment pas possible dans un webinaire, surtout pas un webinaire d'1 heure, de faire le plein exercice de cartographier un dialogue, mais on peut regarder les bases de ce qu'on appelle une cartographie des enjeux, ou en anglais, issue mapping, qui sont très similaires. En fait, la seule différence, c'est que dans un cas de dialogue mapping, il y a des facilitateurs qui sont là, qui font la carte. Alors que le issue mapping, on peut le faire en groupe, on peut le faire toute seule, comme exercice d'essayer de comprendre ce qui va être nécessaire pour s'attaquer à un problème vicieux spécifique. Donc, cette approche-là combine l'usage d'un langage qui s'appelle IBIS, qui est un acronyme pour Issue-Based Information Systems, et un logiciel qui s'appelle Compendium. Je vais vous montrer tantôt un exemple d'une carte d'enjeu qui utilise cette approche pour penser aux inégalités de santé, mais pour le moment, je vous donne un peu ces ingrédients de base. D'abord, la carte commence avec une question de base. Par exemple, comment pouvons-nous réduire les inégalités de santé au Canada? Ensuite, on émet des idées, des arguments pour ou contre ces idées, pour aider, au bout du compte, à la prise de décision. Et il va aussi inévitablement avoir d'autres questions qu'on va vouloir poser en cours de route. Qu'entendons-nous par inégalité de santé, par exemple? En fait, Conklin et Cognexis parlent de 8 types de questions qui peuvent être posées en cartographiant de cette façon, une tentative de trouver des pistes pour la résolution d'un problème vicieux. Donc, je vais assez rapidement pour les types de questions. C'est la première qui est la question déontique, ou, pardon, ou une question de base, la question avec laquelle on part. Des questions instrumentales, par exemple, comment devrions-nous le faire? De critères, quels sont les critères qu'on utilise pour définir quelque chose, pour mesurer le succès, etc. Des questions conceptuelles, qu'est-ce que signifie, comme j'ai dit tantôt, le concept d'inégalité de santé. Des questions factuelles, c'est-à-dire qu'est-ce que les inégalités de santé ou est-ce qu'il y a vraiment ces inégalités de santé. Des questions d'arrière-plan. Quel est l'arrière-plan de ce problème? Donc, quel est, dans le même exemple, quelle est l'évolution des inégalités de santé au Canada? Qui sont les intervenants? Et finalement, des questions futures. Qu'arrivera-t-il si on ne fait rien, par exemple? Donc, si je reprends les inégalités de santé, je passe au travers un peu en même temps, mais comment peut-on réduire les inégalités de santé? Quelles sont nos cibles? Qu'entendons-nous par inégalité de santé? Quels secteurs doivent être impliqués? Quels sont les chiffres sur les inégalités? Qu'est-ce qui a été essayé ailleurs? Qu'arrivera-t-il si on ne fait rien? Et comment mesurons-nous la réussite? Ce ne sont que des exemples. Et là, je
je ne sais pas si vous voyez très bien. Ça, c'est un exemple d'une carte qui utilise Compendium et IBIS. Ça donne une idée de quoi ça peut avoir l'air. Qui part avec la question, elle est en anglais. Qu'est-ce qu'on va faire pour réduire les inégalités de santé au Canada? Et vous voyez toutes ces lignes qui sortent de cette question-là sont des suggestions ou des idées de comment on peut réduire les inégalités de santé. J'en ai suivi juste une, qui est la réduction de la pauvreté. Et là, vous voyez quelques lignes qui sont rattachées à ça. Je vais voir si je peux utiliser la petite flèche. Ici, les lignes qui vont là. Donc, on demande comment est-ce qu'on peut réduire la pauvreté. Et partant de là, il y a ces idées-là qui suggèrent une réduction des impôts, une augmentation du salaire minimum, et là, les arguments pour et contre tous ces différents éléments-là, idées-là, et ça peut continuer. Et il peut y avoir d'autres questions, comme justement, il y a une autre question ici, comment allons-nous réduire la pauvreté? Donc, il peut y avoir plusieurs questions, mais l'idée, c'est d'être le plus complet, je ne dirais pas exhaustif parce que c'est pratiquement impossible, lorsqu'on fait une carte sur une question spécifique, pour arriver à détailler quelles sont les idées, quels sont les arguments pour et contre, pour finalement, lorsqu'on est en groupe en train de faire ce genre d'exercice, on peut arriver à prendre des décisions. Avec cet outil qui contribue à la compréhension partagée. Une fois, toutes ces questions-là peuvent être discutées en groupe pour que tout le monde comprenne ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'inégalité de santé, de qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que sont les effets de réduire les impôts, par exemple, qu'est-ce que ça a comme implication. L'idée, c'est que tout le monde s'entende, mais comme j'ai dit tantôt, c'est aussi cet exercice peut être fait comme celle-là, d'ailleurs, que c'est moi qui l'ai fait, juste en issue mapping, en cartographie des enjeux, pour vous aider, toute seule ou en groupe, encore là, à un peu faire le portrait de comment vous pensez vous pourriez attaquer un problème vicieux. C'est à noter qu'il est possible de faire ces cartes avec d'autres logiciels, et d'ailleurs Compendium et IBIS, le langage qui est utilisé, sont assez complexes, particulièrement Compendium, mais je vais revenir tantôt dans la section sur les ressources, il y en a quelques-unes, avec quelques idées, parce que ce n'est pas nécessaire absolument d'utiliser ce logiciel-là de cette façon-là, mais les idées de base sont très intéressantes et peuvent être très utiles. Donc, pour résumer cette section-là, les ingrédients clés pour faire face aux problèmes vicieux, c'est la collaboration, le dialogue et la compréhension partagée. Je répète ce que j'ai dit tantôt. Parfois, les gens arrivent à reculons, mais arrivent à la table parce que, justement, ça fait assez longtemps qu'ils travaillent sur le même problème sans avoir l'impression d'avancer. Donc, pour faire conclusion, synthèse du webinaire, c'est de constater que la plupart des problèmes, comme on l'a dit tantôt et que vous l'avez suggéré, la plupart des problèmes politiques publics sont vicieux de par leur nature, tout comme la plupart des problèmes qui impliquent travailler avec des gens dans des contextes spécifiques. On doit s'attaquer aux problèmes vicieux, apprivoisés ou complexes différemment, et surtout, éviter la tentation d'apprivoiser les problèmes vicieux. La collaboration, le dialogue et la compréhension partagée sont à favoriser. Et finalement, cartographier des problèmes et des solutions possibles peut aider à prendre des décisions quant à la manière d'attaquer
ces problèmes. Et là, je vais vous demander si vous avez des questions, des commentaires sur l'ensemble ou sur la dernière partie avant de passer à les quelques ressources clés que je vous ai mises. Il y a quelqu'un qui dit ça peut devenir à tout le moins complexe si on discute des coûts de différentes solutions. Effectivement, et comme je l'ai dit, je pense au tout début, les efforts de s'attaquer à des problèmes vicieux, souvent, prennent fin quand les ressources sont plus là, mais souvent aussi en essayant de regarder ou de discuter des coûts de différentes interventions, on ne fait que repousser le problème ou de changer un petit peu le problème sans vraiment s'y attaquer. C'est un enjeu énorme. Je pense que nous le savons tous en travaillant en santé publique ou en politique publique, surtout politique sociale, que c'est difficile aussi dans le contexte politique que nous avons de cycle électoral de 4 ans, de s'attaquer à ces problèmes-là à fond. Il y a quelques personnes qui sont en train d'écrire. Je vais juste attendre une minute ou deux. C'est François qui suggère un problème politique non vicieux, mais la façon dont c'est formulé, c'est pas un problème. À mon sens, donc il faudrait que j'y pense. Toutes les personnes en situation d'itinérance chronique doivent avoir accès à un toit. Oui, mais je ne le vois pas formulé comme problème. C'est plutôt comme suggestion ou comme affirmation. Une autre question, le regroupement de personnes représentant bien la diversité des réalités, des défis et des enjeux m'apparaît importante et oblige à ce que le processus s'inscrive dans une certaine forme de légitimité. Je ne suis pas certaine que je peux répondre. Pour le moment, peut-être vous pouvez le préciser autrement. François qui dit le problème, certaines personnes en situation d'itinérance chronique n'ont pas accès à un toit. Ouais, ok. Si on faisait une cartographie, ce serait quelque chose comme qu'allons-nous faire, soit pour réduire l'itinérance ou pour faire en sorte, comme tu l'as dit tantôt, que toutes les personnes en situation d'itinérance chronique ont accès à un toit. Oui, on pourrait y repenser, mais je pense aux critères définitoires. Je ne sais pas si on arrive à dire que ce n'est pas un problème vicieux, mais on peut y revenir. C'est sûr qu'il n'y a pas de ligne en noir et blanc à faire entre les différents types de problèmes. Ce n'est pas des vases absolument non communicants. Mais vous êtes nombreux à commenter. Je vois qu'il y a certaines
l'antenne qui commence à quitter. On arrive près de l'heure. On va devoir, évidemment, et c'est génial, pour tous ces commentaires et questions, et on va essayer de répondre. Je vais essayer de répondre dans un format accessible à tout le monde qui serait mis sur le site. Je vais passer juste dans les quelques minutes qui nous restent pour vous donner les ressources. C'est juste quelques ressources en fait, mais il y en a une intéressante que je voulais absolument vous donner le temps. Les liens c'est des liens hypertextes, donc vous pouvez aller voir notre fiche d'information sur les problèmes vicieux et politiques publiques sur notre site. Le livre de Jeff Conklin, probablement un des plus complets et fondateurs de cette approche-là, sur le site de CoachNexus. Et celui qui est dans le milieu, Help I Have to Think, ça vient tout juste de sortir, je pense que c'est le 30 octobre. Et c'est personne qui travaille étroitement avec Conklin et qui prend l'approche Issue-Based Information System, c'est-à-dire de cartographier les problèmes et essaie de le rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus aussi applicable aux problèmes qui ne sont pas nécessairement vicieux, mais qui sont des problèmes auxquels les gens, monsieur, madame, tout le monde, dans notre vie de tous les jours, auxquels ils font face. Et il est, moi, comme je vous dis, il vient de sortir, je l'ai reçu, je pense, lundi, j'ai regardé vite, mais je pense que ça va être très utile pour des gens qui veulent essayer de pratiquer ce genre de cartographie sans que ce soit complexe, sans que ça nécessite même un logiciel, quoiqu'il y en a plein de disponibles, mais qui peuvent donc aller voir. Je pense que le lien que j'ai mis, c'est le seul que j'ai trouvé qui n'était pas Amazon. C'est disponible pour Amazon, je ne l'ai pas dit. C'est le site Vers l'auteur qui est Casey Burgess Yakamovich. Donc, le dernier slide, est-ce que Marianne voulait le faire? C'est juste de vous rappeler, en fait, ce que Marianne a dit au début, l'évaluation, vous allez recevoir un courriel avec les liens vers le formulaire d'évaluation du webinaire. Et pour ceux et celles qui ont des crédits de formation, je pense que quand vous allez remplir le formulaire d'évaluation, ça va vous donner accès au formulaire pour les crédits de formation. Mais ça ne veut pas dire que ceux et celles qui n'ont pas qui ne reçoivent pas de crédit de formation, on aimerait aussi avoir votre avis. Donc, ça ne veut pas dire que c'est juste pour ceux qui reçoivent les crédits. Donc, je pense que je vais prendre le temps de relire toutes vos questions. Oui, vraiment, vous avez des échanges intéressants. C'est un peu le mauvais côté du webinaire, c'est que les questions passent, ils passent vite et ils passent petites. Mais on va avoir le temps de tout regarder ça et de vous revenir là-dessus. Je pense qu'il est 14h59. Donc, je tiens à remercier tout le monde d'être là. On vous donnera suite très bientôt. Merci tout le monde.